Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à cette table ronde pour souligner en premier lieu je crois que c'est très important que les juristes s'impliquent dans ces aspects de réchauffement climatique. Ce qui va être la clé de l'accord de Paris, c'est la forme juridique qu'il va prendre. Personne ne sait quelle forme juridique va prendre l'accord de Paris. On parle d'un outil juridique, mais on ne sait pas très bien quoi. Donc ça va être aussi largement un travail de juriste, et c'est très important que, effectivement, que nous ayons ces interactions entre, donc moi-même je suis plutôt, disons, du côté des scientifiques du climat, et puis bien sûr la communauté des juristes, et je vous remercie à la fois de vous investir et de m'y avoir invité. Alors, par rapport au point qu'a souligné Lucas, aux recommandations, je vais essayer d'apporter un éclairage assez rapide sur les trois premières questions. Alors un éclairage finalement à la lumière largement, disons, du diagnostic de notre communauté scientifique qui largement qu'on le retrouve dans les rapports du GIEC. Alors ces rapports du GIEC apportent, je crois, des éléments, je ne dis pas pour répondre complètement aux questions qui sont posées, mais pour en tout cas, disons, apporter des arguments assez clairs. Et je peux prendre par exemple, le premier cas que je vais prendre, c'est celui de la dualité entre adaptation et lutte contre, disons, diminution des gaz à effet de serre, mitigation. C'est un point important qui est soulevé dans la première proposition et qu'on peut éclairer en regardant les scénarios d'évolution du climat futur. De façon un peu réductrice, nous les présentons dans deux cas que je qualifierais d'extrêmes. Un scénario émetteur, celui où on ne ferait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, et puis un scénario sobre qui répond en gros à l'objectif de la conférence de Paris d'un maintien à long terme du réchauffement climatique lié aux activités humaines en dessous de 2 degrés par rapport aux conditions pré-industrielles. Si on ne fait rien, c'est le scénario émetteur, si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, quand on regarde l'état de notre planète à la fin du siècle, j'ai l'habitude de dire que tous les voyants sont au rouge. Il y a un magnifique graphique, pas magnifique, enfin il fait un peu froid dans le dos dans le rapport du GIEC qui montre que, quelles que soient les conséquences qu'on regarde du réchauffement climatique, dans le cas d'un réchauffement à 4 à 5 degrés, qui se poursuivrait par la suite, dans le cas d'un scénario émetteur, nous irions plutôt vers 6 à 8 degrés à la fin du siècle prochain, et bien que ce soit l'acidification de l'océan, que ce soit les extrêmes climatiques qui vont s'intensifier, devenir plus fréquents ou plus violents, par exemple pour les grands cyclones, aussi les sécheresses et les inondations, que ce soit les aspects liés plus aux populations. Quand on parle de réfugiés climatiques, mais on parle aussi de sécurité alimentaire, d'accès à l'eau. C'est une troisième catégorie que l'on parle, alors c'est une quatrième catégorie de ces phénomènes qui sont par eux-mêmes, ces aspects qui par eux-mêmes sont des problèmes environnementaux, perte de biodiversité. On peut aussi parler des écosystèmes naturels, on peut aussi parler des rendements agricoles, on peut parler des problèmes de santé et d'environnement. Eh bien, cette catégorie. Puis la cinquième catégorie, ce sont des phénomènes irréversibles, comme l'élévation du niveau de la mer, la fonte du permafrost. Donc, quand on regarde les niveaux d'impact pour dans ces conséquences multiples, très variées, très différenciées, très régionales pour certaines, eh bien, dans tous les cas, si on est vers 4 ou 5 degrés, les effets sont d'importants à très importants. Ça veut dire que, si on va à ce niveau, il y a un risque tout simplement de ne pas pouvoir s'adapter au réchauffement climatique. Donc, c'est un premier volet, c'est-à-dire on ne peut pas dire on ne va rien faire et s'adapter. Ça, c'est un premier point. On ne va pas laisser la machine et puis on pourra s'adapter. Ça, c'est faux. Alors, on arrivera dans un monde auquel l'adaptation deviendra de plus en plus difficile et, dans certains cas, impossible. Par exemple, pour les récifs coralliens, on peut citer. Voilà, c'est un premier aspect. À l'inverse, alors l'autre scénario, c'est le scénario sobre, celui qui nous permet de rester en dessous de 2 degrés, auquel j'adhère, parce que quand on regarde cette même analyse des risques, eh bien, effectivement, si on reste en dessous de 2 degrés, les risques sont plutôt modérés à peu importants. Donc on a l'idée, et c'est bien l'idée de cet accord de Paris, c'est bien l'idée de l'objectif 2 degrés. L'idée de l'objectif 2 degrés, c'est
disons, nous sommes conscients qu'on ne peut pas empêcher, le réchauffement climatique est inéluctable, mais on a l'idée que si on réussit à le limiter, eh bien, on pourra s'y adapter, au moins pour l'essentiel, pas pour tout. Par exemple, l'élévation du niveau de la mer va se poursuivre. Depuis toujours, on vous dit on dit à notre communauté que l'élévation du niveau de la mer est inéluctable. Même dans le meilleur des cas, même dans le cas de ce scénario sobre, eh bien, nous irions vers des élévations du niveau de la mer d'au moins 40 cm supplémentaires à la fin du siècle et qui se poursuivront par la suite. La machine est lancée, et donc c'est très clair. Donc, d'un autre côté, donc, on voit bien que pour pouvoir s'adapter, en fait, il faut aussi lutter contre le réchauffement climatique. Donc il faut mener vraiment même si on avait une action efficace, ce que j'espère encore, pour effectivement rester à long terme en dessous de 2 degrés, il faudra quand même s'adapter au réchauffement climatique, et même des réchauffements de 2 degrés, vous savez très bien qu'il y a des équipes qui pensent qu'il faudrait mieux limiter à 1,5 degré par rapport au point industriel. Alors je précise qu'il y a déjà un demi-degré par rapport au point industriel, 6/10 de degré. Donc, mais qu'1 degré supplémentaire, ça serait déjà rentré dans la zone rouge pour certains. Donc moi j'adhère complètement à cet objectif, en tout cas l'objectif 2 degrés, mais il passe par une lutte très efficace, et il faut effectivement que tout le monde s'y mette. Alors on sait définir un peu, définir les objectifs communs. Alors le GIEC ne fait pas de recommandations, mais que fait le GIEC? C'est une analyse. Alors il analyse effectivement l'ensemble des scénarios, sont analysés dans les rapports du GIEC, à la fois pour les aspects scientifiques, les conséquences, les aspects, disons, plus des solutions ou socio-économiques. Eh bien, les scénarios du GIEC analysent effectivement ce qu'il faudrait faire pour rester en dessous de 2 degrés. Alors évidemment, si on ne fait rien, on sait qu'on va au-delà de 2 degrés, mais ce qu'il faudrait faire pour aller au-dessus de 2 degrés, sans le recommander, ce n'est pas un problème de recommandation, eh bien, on peut disons, regarder en 3 parties. Il faut agir d'ici 2020. Si rien n'est fait d'ici 2020, je parle bien d'émissions globales, si rien n'était fait pour infléchir disons, l'augmentation des émissions d'ici 2020, nous irions à long terme au moins vers 3 degrés, même si nous étions extrêmement vertueux après 2020. Donc il y a urgence. On n'arrête pas de répéter qu'il y a urgence, mais en 2020, il sera trop tard si on ne fait rien d'ici là. Il n'y aura même plus urgence, ce sera trop tard. C'est très clair. Alors, autrement dit, les objectifs indissociables l'un de l'autre et l'urgence. Il y a l'urgence. Ensuite, il faut être très actif. Entre 2020 et 2050, il faut diviser par 3 les émissions de gaz à effet de serre, si on veut rester en dessous de 2 degrés. Et après, il faut arriver pratiquement à neutralité carbone à horizon 2100. Donc, si on veut rester en dessous de 2 degrés, vraiment, les objectifs sont très clairement affichés. Ils correspondent aussi à un effort très important pour passer de façon rapide vers une énergie sobre en carbone. En gros, si on veut rester en dessous de 2 degrés, il faut laisser 80% des combustibles fossiles qu'on a facilement à notre disposition là où ils sont. Donc il faut changer notre système énergétique très rapidement. Alors sur la différenciation, je ne vais pas être trop long, Mireille, mais sur la différenciation, je crois alors si on regarde le passé, donc, le GIEC attribue de façon très claire le réchauffement climatique aux activités humaines au sens large, mais on sait dans cette attribution que, disons, la responsabilité de chaque pays n'est pas égale. On sait, disons, regarder les émissions passées. Alors je pense qu'il faut on ne peut pas d'un côté faire table rase des émissions passées en disant tout le monde doit faire le même effort. J'adhère complètement au principe, disons, de responsabilité commune et différenciée, mais il appelle un effort dans les deux sens, c'est-à-dire il appelle un effort de la part des pays qui n'ont pas beaucoup émis, de ne pas considérer que bien, ce qu'ils doivent faire, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire émettre sans compter, se développer sur une énergie, je dirais, carbonée, parce que nous l'avons fait. Si on va comme ça, on n'arrivera pas non plus à l'objectif. À l'inverse, les pays riches ne peuvent pas dire on va mettre tout le monde à égalité. Donc il faut effectivement, et je crois que ça rentre tout à fait dans la ligne de vos propositions, il faut effectivement appliquer de façon, je dirais, la plus juste possible. La notion de justice climatique est importante aussi, la plus juste possible, cette notion de responsabilité commune et différenciée, en tenant compte du passé, mais en tenant compte aussi du fait que si les pays en développement ne participent pas d'une certaine façon à la lutte contre le réchauffement climatique, eh bien nous irons aussi au-delà de 2 degrés. Si tout le monde, disons,
même si les pays développés arrêtaient complètement d'émettre des gaz à effet de serre, aujourd'hui, on arrête tout, et puis les pays en voie de développement se développent comme nous nous sommes développés, eh bien nous irons bien au-delà de 2 degrés aussi. Donc il faut trouver effectivement une continuité entre ces émissions du passé, c'est-à-dire tenir compte de l'histoire, et tenir compte aussi de la nécessité qu'ont les pays en voie de développement de s'investir non seulement dans l'adaptation, mais aussi dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est bien le message, je terminerai là, du Fonds vert. Disons, un des objectifs de la conférence de Paris, c'est de mettre sur pied un transfert financier qui, à horizon 2020, devrait être de 100 milliards de dollars. Ces 100 milliards de dollars, qu'on appelle le Fonds vert, devraient, au moins dans l'esprit, être pour moitié consacrés à l'adaptation dans les pays émergents, ou disons les pays, non pas les pays émergents, dans les pays en voie de développement, la moitié à la lutte contre le réchauffement climatique. L'idée, c'est que ces pays, disons, et l'Afrique souhaite aussi s'y mettre, on a vu des appels, ces pays aussi, disons, construisent leur développement, parce que bien sûr qu'il faut qu'ils construisent leur développement, mais plutôt quand même sur un modèle sobre en carbone que sur le modèle sur lequel nous sommes développés. C'est un peu les messages du GIEC qui sont, à mon avis, quand même assez clairement exprimés, qui sont, je crois, tout à fait en phase avec ce que vous proposez. Et je crois que c'est très important d'avancer de cette façon. La responsabilité commune et différenciée est essentielle. Et en fait, on a vu ça à Lima. À un moment, elle a été abandonnée, disons, elle a été un peu gommée dans l'accord final. Bien sûr, c'était une des raisons pour lesquelles la dernière journée de Lima était extrêmement difficile. Ce principe de responsabilité commune et différenciée a été remise dans l'accord au dernier moment. Alors, les gens disaient, elle y est, mais donc elle y était implicitement, mais elle a été remise explicitement. Ça montre son importance. Merci.